Tu sais, moi je pense que justement les orphelins, parce que quand on est orphelin ou qu'on se sent orphelin, on n'a pas d'éducation contrainte. Il n'y a pas le modèle du patriarcat contraint. Donc les orphelins ont beaucoup plus de créativité. C'est pour ça qu'un Voix Libre, ça marche en Bolivie, et grâce à toi aussi, en Afrique. Parce que simplement, les orphelins, ils ont beaucoup plus de créativité. Ils ne sont pas limités et ils imaginent tout est possible, puisque orphelin, on est dans la liberté, tu vois. Oui, c'est ça. Tu as une compréhension en extension du mot orphelin. Et tu comprends bien ce concept qui est quiconque. Tu sais, dans les maisons d'enfants, le soir avant qu'ils dorment, je leur ai raconté une histoire qu'ils aimaient bien. Je leur disais, c'est quoi l'animal le plus heureux? C'est quoi l'animal le plus heureux? Alors ils disaient, bah, c'est le condor. Ils disaient, c'est le puma des montagnes. C'est le lama. Ils disaient tous les animaux qu'ils connaissaient. Je dis, non, un animal beaucoup plus petit, plus léger, plus beau. Ah, c'est une mouche. Mais non, c'est plus gros quand même. Puis c'est toutes les couleurs. Alors finalement, quand ils ne trouvaient pas, je leur disais, c'est le papillon. Parce que pourquoi c'est le plus heureux, le papillon? Tu sais? Parce qu'il n'a pas de parents. Ah, vraiment, il n'a pas de parents. J'ai réalisé qu'il n'a pas vraiment de parents. Tu vois? Hmm. Donc après, ils s'endormaient tranquilles, un petit sourire sous les pommettes. Ça, c'était joli. Une fois, j'ai fait un budget de 490 000 dollars pour la campagne d'éradication. J'avais 2 jours pour le faire. J'étais vite revenu de Paris. Il m'a dit, vous pourriez avoir le prix Madame Figaro. Je l'ai eu. Et je suis rentré, j'ai tout noté avec une secrétaire, je disais tout, je lui disais, tu mets eau potable, 28 200 francs, tu mets ça, ensuite tu rajoutes l'éradication, un nouveau village, on va faire une école avec 53 gamins, on fait ça, ça coûte à peu près 12 500, après tu fais ça, j'ai tout dit, mais comme ça. Je suis arrivé à 490 000 dollars, à la fin de l'année, j'avais 485 000 dollars de ce budget. Avec beaucoup de prix. C'est Madame Monoprix. Madame Monoprix. Je fais où on m'appelle. En fait, je dis toujours oui. Donc on m'appelle en Afrique, j'y ai jamais été, mais je connais Semi mieux que ma poche, tu as entendu. C'est un frère d'univers, frère universel total. Donc c'est comment est-ce qu'il n'y a pas besoin de... Comment est-ce qu'avec notre âme, on n'a pas de distance, avec notre esprit, on n'a pas de distance, et j'ai pas besoin d'aller sur les projets maintenant. J'ai galéré dans les ordures, j'ai galéré dans les mines, j'ai vécu avec les pauvres, j'ai vécu la misère dans ma propre vie. J'ai vécu le handicap de mon fils, j'ai vécu des choses très dures. Donc voilà, et puis j'ai été manipulée, enfin plein de choses difficiles. Mais ça veut dire que je dis toujours oui, parce que tout ce qui arrive, je pense que c'est le mieux qui peut m'arriver. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va partir de mon équipe. Youpi, la ville est belle. C'est que c'est pas juste et que c'est plus sa place. Donc si les gens ne sont pas alignés à côté de moi, ça va me désaligner, donc c'est bien. Donc c'est bon. Simplement, on m'a demandé d'aider les Roms en Hongrie, en Transylvanie. Alors, bien sûr, mais que faire pour qu'ils soient autonomes? Ils vivent la misère totale. Ils ont des petites baraques qui s'effondrent, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont pas su faire de l'autonomie alimentaire. Et il y a un groupe de musique rome dans ce village qui est génial, Nadara. T'écouteras, c'est trop beau. Alors, Nadara, j'ai écouté, je dis, mais écoutez, c'est bien, mais Nadara, on les invite, ils viennent faire du blé ici et ils changent leur village, non? Ouais, mais c'est pas facile. Ah, bien sûr, si tu dis que c'est pas facile. Mais les enfants, est-ce qu'ils jouent? Non. Bon, alors j'ai donné 1000 balles, ils ont acheté 12 violons, et t'as tous les petits sous qui jouent maintenant du violon, et il y aura un petit groupe, les Nadarinouais, qui vont jouer. Et du coup, on perpétue la beauté et le talent natif des Roms. Au lieu de les... Même, ils ont été battus, ces Roms-là, parce qu'on a dit qu'en Transylvanie, que c'était leur faute s'il y avait le Covid, il y avait le virus. Donc si tu veux, tous les gens qui sont en servitude et qui sont détestés euh, sont, sont haïs dans les pays où ils habitent. Donc du coup que j'ai dit oui à ce projet, il y a une autre amie qui m'appelle d'Inde, elle dit tu sais, il y a des gypsies à côté de chez moi, ils sont tous malades, ils n'ont pas un rond, ils meurent de faim, ils n'ont même pas de papier, c'est plus pire que les intouchables. J'ai dit, ben si on envoie 1000 balles, ça fait quoi? Ben, on peut leur donner l'eau potable, on peut leur donner à bouffer. Puis elles vont faire des petits sacs en soie qu'elles peuvent vendre aux touristes. Et quand on a fait ça, elles peuvent vivre avec des petits sacs qu'elles vendent aux touristes pour 1000 balles. Donc c'est pas de, c'est donner aux gens l'opportunité de faire quelque chose de beau, qui épanouit un endroit
où ils se sont pas donné le droit d'exister, quoi. Donc, bien sûr que ça rend heureux, bien sûr que j'ai pas l'impression de travailler quand je fais ça. Si j'ai un rêve, ben, j'ai pas un rêve parce que je réalise mes rêves toute la journée. Donc, j'avais envie de faire des belles enveloppes. J'ai demandé à mon fils, là, j'ai une pile comme ça d'enveloppes calligraphiées. Mon rêve, c'était de dire merci à tous les donateurs parce que j'ai beaucoup de gratitude, tous les gens qui nous aident. Donc, du coup, demain, j'ai une amie qui adore faire des lettres de remerciement. On va envoyer 50 lettres calligraphiées, jolies, pour remercier les gens. Donc, quand on se met en gratitude soi-même, on reçoit un retour. Il y a une femme que j'ai vue quand elle allait mal à Paris. J'étais dans un hôtel, j'avais dû aller faire des trucs pour Chanel, t'imagines? Eh ben, j'ai pensé à elle, je me suis dit, tiens, je l'appelle. Elle est venue dans mon hôtel, elle n'était pas bien. Je l'ai massée, je l'ai valorisée, j'ai changé sa gueule un peu, elle n'était pas belle, elle était jolie, contente après. Et ben hier, elle a vu la newsletter, elle m'envoie 7 000 euros. Donc c'est l'histoire que l'abondance, c'est donner tout ce que tu as dans l'instant en suivant l'émotion de ton cœur. Et du coup, tu ouvres un peu plus le spectre de l'abondance. Mais chaque fois qu'on n'agit pas euh, à 100% le courant d'amour ou le courant de générosité qui nous anime, on ne reçoit pas la générosité des autres. Sois généreux, les gens seront généreux avec toi. Et tu ne cherches plus la générosité ou l'abondance. Parce que tu t'en fous. Moi, j'ai besoin de rien, hein. J'ai un salaire comme les autres. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais à une employée je disais franchement, je devrais gagner 5 fois plus avec ce que je fais si j'étais dans un de ces grands machins à la con. Mais justement, j'ai pas voulu y aller et d'être comme les autres avec un salaire identique, ça me donne, ça fait que je chausse les mocassins de tout le monde, quoi. Et quand je suis en Bolivie, j'ai jamais gagné un sou. Donc normalement, on doit gagner, quand on va sur le terrain, un per diem qui est pour la Bolivie de 450 euros par jour. Moi, j'ai été 12 ans bénévole. Ça veut dire que quand j'étais dans la rue avec les enfants la nuit, j'avais juste toujours mon sac bleu. Ben, je me souviens, des fois, j'avais pas de fric. Je disais aux responsables des projets à qui j'envoyais toujours de l'argent, je leur disais, j'ai pas de sous, tu me donnes 100 bolivianos, je vais m'acheter des cacahuètes, tu vois, pour tous les enfants, ou acheter un sandwich à tout le monde, ou des pommes. Et ça veut dire que ça a fait cette relation de confiance que justement les jeunes que je forme ne peuvent pas se rendre compte parce que c'est en me mettant trempé dans ce bain de partage et de courage. Mais j'ai jamais pensé que j'étais courageuse parce que même si c'est 2 heures du matin, la nuit, avec des gamins de la rue, je vois pas où est le danger. Je suis avec des enfants que je protège et qui me protègent. Et j'avais mon sac bleu, comme je dis, dedans il y avait tous mes papiers, des choses, tous mes papiers importants. Et je porte jamais mon sac, j'aime pas. Donc mes gamins portaient le sac. Et à 2 heures du match, j'ai dit, où mon sac? Ah, c'est Pablo qui l'a. Tu me rends mon sac. Et ils ne m'ont jamais volé. Jamais volé. J'avais un coordinateur adorable dans les prisons que j'aimais beaucoup, Juan, un peintre, un artiste. Et sa femme aimait pas trop qu'il aille dans les ordures parce qu'il puait quand il rentrait, ça donnait des microbes aux enfants, disait-elle. Et un jour, elle a dit, mais tu es fou d'aller à la banque avec ton sac à dos, tout pourri, et tu regardes rien, il est dans ton dos, ton sac, et on peut te voler les piles de billets que tu vas chercher. Parce que quand on envoie 2 000 $ ou 5 000 $, ça fait des piles de bolivianos. Alors il a dit, bon d'accord, alors il a été à la banque, et puis il a pris, pour bien regarder, il a sorti ses lunettes, il a mis les lunettes sur la tête, puis il a mis le sac devant, puis en sortant de la banque avec tous ses sous, il y a un mec qui lui a fauché ses lunettes. Il a fauché ses lunettes, mais pas le sac, tu vois, pas l'argent. Et la seule fois qu'il s'est méfié, il a été volé. J'adore ça. Dans la dernière interview hier, on me disait, est-ce que le gouvernement ne met pas les bâtons dans les roues? Est-ce que les mineurs vous ont jamais agressé? Si j'avais pensé qu'ils m'agressaient, bien sûr qu'ils m'auraient agressé. Mais je les ai pris comme des amis et je leur ai dit, aidez-moi, vous avez vu vos enfants, ils meurent. Et quand tu as... Nous, on travaille pour les enfants. C'est quoi les enfants? C'est le dénominateur commun du monde. Tout le monde est d'accord pour que les enfants soient heureux. Même le pire tyran ou le psychopathe, son enfant, c'est la seule chose qu'il a. Et avec un peu d'exemple, ils vont retrouver cette bonté native, tu vois. Donc l'enfant, c'est pas seulement, oui, ces pauvres petits-enfants, on va les aider. C'est que l'enfant, ça réunit tout le monde. Ça réunit les enseignants, ça réunit les parents, ça réunit les frères et sœurs, ça réunit les gens de religions différentes, les gens de cultures différentes. C'est vraiment le creuset d'une bienveillance possible. C'est pour ça que ça marche. Parce que quand je montre aux gens
comment ils vivent les gamins et qui veulent pas mourir, qui va dire j'ai pas envie d'aider? Et moi je leur demande pas d'aider, je leur montre et je leur dis voilà. Et en plus je montre pas les photos les plus difficiles. Tu vois, il y en a qui peuvent dire oh c'est misérabiliste, ils nous montrent des photos bien sûr. Je montre comment on les trouve, mais je montre même pas les femmes qui arrivent en sang tous les jours. Je montre pas Lydia qui a été défenestrée du 3e étage avant-hier et qui a eu et que son mari a tellement tabassé qu'elle a le visage cassé en 5 parties, les os cassés en 5 os. Et si je montre ça, on va dire que c'est honteux, qu'on ne doit pas montrer le visage de la dame. Mais enfin zut, je ne montre pas, mais ça ne serait pas une bonne réaction de dire ça, parce que la presse nous montre toutes les horreurs qu'on voit dans les guerres. Et quand on est association humanitaire, il ne faudrait pas montrer toutes ces choses. Bien sûr qu'il faut montrer comment est la situation pour pouvoir l'améliorer. C'est quand les gens ont cette émotion qui vont exmotérer. L'émotion, c'est mettre en mouvement. L'émotion, ça sert à quoi? Tu vis une indignation et ça te met en mouvement. Et en fait, dans ton cerveau, c'est les mêmes circuits que suivent l'émotion et la stratégie de l'action. Ça veut dire que émotion et raison, c'est pareil. Alors qu'on dit que c'est opposé. Pas du tout. Ça veut dire que si on écoutait vraiment nos émotions profondes, eh bien, on aurait du coup les stratégies. Et moi, ça me parle totalement parce que moi, j'agis presque avant de sentir. J'ai à peine senti que déjà je dis ah, chanter dans la prison. Et tout le monde se met à chanter l'air de la liberté. Et du coup, ils deviennent beaucoup plus. Ils viennent sur la même longueur d'onde. Et alors, on fait des microcrédits et des entreprises. Et les femmes font une entreprise à l'extérieur pour vendre les meubles. Donc, tout se fait en chaîne, en ricochet. Donc, c'est le ricochet de l'émotion qui fait la stratégie du changement immédiat, la stratégie d'action. Donc, tout le monde peut agir. Si tu écoutes ton émotion, elle va te guider là où il faut tout de suite. L'émotion que tu ressens, c'est pas pour la concierge, c'est pour toi. Ça m'a beaucoup parlé de voir ces circuits, comment est-ce que ces circuits passent de l'émotion, tu as les glandes quand tu as l'émotion, ensuite ça passe en frontal et ça part dans ton reptilien si tu fais rien. Donc toutes les émotions qui ne sont pas réglées en 21 jours, ça va se refroidir au congélateur du reptilien. Donc tu te trouves avec des paquets, c'est pour ça que je fais chanter les gens. Parce qu'avec mes techniques de faire chanter les gens en jouant du piano, en les accompagnant, ils vont sortir tout ça et tu vas libérer ton reptilien d'émotions congelées, de haine durcie, de tristesse pétrifiée. Et du coup, tu te trouves avec une émotion alors qui est juste vivante et qui peut pulser au rythme de l'action qui va se montrer. Mais juste, il faut l'écouter et suivre tes pas. C'est intéressant parce que ça veut dire que tout le monde peut agir et qu'il n'y a pas de complexe à avoir. Nous, on a fait des choses avec un nombre de bénéficiaires énorme et les gens ne comprennent pas comment, ils ne me demandent pas comment on fait. Ben, on ne fait rien, justement. Non, on ne fait rien, sauf on travaille de 8h du matin à minuit, mais ça, c'est le plaisir d'écouter ces mythes. Tu as entendu mon coordinateur au Kivu qui soigne toutes les femmes du génocide qui ont été violées et détruites dans leurs organes génitaux, avec des bâtons des bâtons de plastique chauffés à vif, avec des baïonnettes qu'ils mettent dedans et tirent dedans pour les foutre en l'air. Elles sont guéries par le docteur Mukwege qui les recoue, mais nous on leur donne du microcrédit, elles font du théâtre, elles chantent, elles dansent, elles miment les voyous qui les ont violées 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois. Et elles se récupèrent assez vite quand elles sont ensemble. Parce que quand tu es ensemble et que tu as le miroir de quelqu'un qui est compassionné, du coup, tous les dimanches, je les ai en vidéo et elles sont heureuses, elles chantent, elles sont reconnaissantes, elles sont gratitude. Parce qu'avec un microcrédit, elles ont pu faire un petit four avec un petit brasier qu'elle allume et puis elle va le vendre comme ça, c'est déjà prêt. Tu te rends compte? Et ça change leur vie. Tu changes les vies en fait. Ben, il paraît. C'est ce qu'ils disent tous, mais surtout je les écoute et j'ai pas voulu qu'ils fassent des microcrédits à 1000 personnes et 1000 femmes qui ont des. Il y a Arte qui est venue filmer, la cinéaste qui est venue filmer, Sophie qui est devenue une amie,
Elle a dit, elle a vu tellement de choses, elle a travaillé dans 10 pays en guerre. Quand elle arrivait au Kivu, tout le monde l'attendait. Il y avait 900 femmes sur la place qui chantaient, qui dansaient pour elle, on l'accueillait. Elle a dit, j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré. J'ai jamais imaginé que ces femmes survivantes du génocide puissent me donner la joie, le courage, la force et la beauté. Donc je suis très fière d'elle. Mais ça veut dire que changer leur vie, c'est écouter ce qu'ils veulent. Ils voulaient un refuge, on a construit un refuge, ils l'ont peint en vert. C'est moche comme tout, mais ils sont contents. Ils l'ont peint en vert. J'aurais dit, vous voulez pas que je vienne mettre la deuxième couche? Non, ça va comme ça, ils ont dit. Et du coup, ils veulent l'autonomie. J'ai dit, ben, vous allez bouffer quoi? Alors réfléchissez, ben, ils vont mettre de l'artémisia. Ils ont mis partout de l'artémisia pour lutter contre le paludisme, donc ils n'ont pas le palu. Maintenant, ils sont plus malades déjà, ils ont tous. Et ils ont fait des pots avec deux brindilles de pousses d'artémisia devant chaque maison. Et moi, juste, je souffle quelques idées, je dis d'accord, mais maintenant, mes amis, si vous aviez un oranger devant chez vous, vous avez même 30 cm ou 50 ou 1 mètre, vous pouvez mettre un fruit. Ah, on va tout à... Donc, toutes, elles vont planter un arbre fruitier, elles vont mettre 2 plants de tomates, elles vont mettre de la salade, puis elles n'auront pas faim, parce qu'il y aura tout le temps quelques petits légumes dans leur endroit lugubre et exigu. Donc, c'est quand même pousser les gens. Mon seul travail, c'est de ne pas tarir d'éloges et de compliments sur qui ils sont, et de, et de, et de, et d'écouter chaque idée nouvelle qu'ils ont pour leur dire oui, c'est possible, vas-y, et on envoie des sous. On envoie des sous pour qu'ils deviennent autonomes, pas pour les assister. On assiste en fait, on assiste et on relève leur qualité et leur talent. Ben, je suis né le jour de Pâques, c'est normal, c'est mon boulot. À midi, les cloches sonnaient et des sœurs chantaient sur mon berceau, gloire à toi ressuscité. Tu veux voir ma photo? Elle est là. Le- T'as vu la Attends, photo? je ferai après. Je ferai un gros plan. C'est rigolo, hein? Mhm. Même quand j'étais à l'école enfantine, la maîtresse elle est venue à la maison avec l'inspecteur. Je me suis dit, oh là là, j'ai fait trop de conneries parce que je bougeais tout le temps, j'allais me cacher derrière l'armoire, j'ouvrais la porte, je partais aux toilettes tout le temps, je ne savais pas ce qu'il fallait. Et en fait, ils sont venus, je me suis dit, bon, ils vont me recaler, quoi, ils vont me virer de l'école. J'étais petite, j'avais 7 ans, je pense. Et en fait, ils sont venus à la maison pour m'avancer d'une classe. Donc j'étais totale inconsciente parce que c'était tabou et c'était un interdit total de réussir quelque chose. Donc j'ai toujours fait en pensant que c'était ma faute. Je disais toujours tu m'aimes quand même, parce que je pensais que j'avais fait les plus grosses erreurs, tu vois. Là, je me dis que j'aurais pas dû me marier, hein, mais en même temps, de ce mariage, parce que je connaissais pas l'amour, donc j'ai cru que qu'il fallait se marier. Et en fait, je me suis marié avec un politicien manipulateur qui nous a tous fait chier, qui m'a jamais donné un rond, etc. Donc j'ai appris, je pense, grâce à ça. Des fois, je me dis que c'était difficile, c'était très dur, mais je me dis que c'est grâce à ça que j'ai appris combien ce que vivent les femmes quand elles ne sont pas respectées, quand elles n'ont pas de place, comme j'ai pas eu de place comme petite fille, comme adolescente, comme jeune femme. Et c'est quand j'ai divorcé que là, je me suis éclatée et que je suis partie en Bolivie et que je suis restée là-bas. En fait, j'étais à l'autre bout du monde. Ça m'a fait m'exiler à l'autre bout du monde pour faire mon destin, puisque là, je rasais les murs et que j'étais personne. Et là-bas, j'ai pas voulu, c'est pas que j'ai voulu être quelqu'un, c'est que j'ai pu être naturel. Donc du coup, il y avait tout le temps des foules autour de moi. Quand j'arrive, il y a l'aéroport qui est partout, c'est plein. Plein de gens, ils sautent de joie, ils sont contents parce qu'ils disent tous qu'ils ont été sauvés depuis que je travaille avec les équipes fantastiques, puisque les équipes, c'est ceux que j'ai bercés, ceux que j'ai éveillés, ceux que j'ai aidés, les gamins les plus souffrants. C'est les gamins des ordures, des mines, des rues, des prisons, qui dirigent et qui orientent. C'est Carlos que j'ai trouvé au fond d'un tunnel à La Paz, qui me téléphone tous les 3 jours. Et là, il me disait, c'est moi qui l'ai appelé il y a une semaine, je dis, mais tu as faim, toi? Il m'a dit, comment tu sais? Je dis, bah, j'imagine bien que tu es dans les ordures, tu dois avoir faim puisque tu n'as plus de boulot. Il m'a dit oui, donc j'ai organisé qu'on puisse l'aider, mais je lui dis, mais toi, tu aides les autres, comme d'habitude. Donc du coup, il a identifié 22 familles très très pauvres dans les ordures, et ils ont été aujourd'hui amener des camions de fruits, des tas de choses, et c'est lui qui dirige ça. C'est lui qui a fait la maison des enfants dans les ordures. C'est lui qui a construit une cité de la bonté. Mais il a 6 gamins, et là, ils peuvent plus bouger, ils peuvent même pas aller chercher des sous, ils peuvent rien faire, hein. Ils n'ont pas d'eau, pas de nourriture. Ils sont confinés dans les mines, confinés dans les ordures, confinés dans les bidonvilles en Afrique, confinés dans les camps de réfugiés.
Les enfants soldats, ils sont dans un camp de réfugiés, des gamins que j'ai dans l'Ouganda, et tout le monde s'en fout. J'ai eu le maire de Kampala au téléphone, c'est sa dernière préoccupation, hein. Pourtant, il est très bien, il paraît. Donc, c'est de ne pas prêter le flanc à tout ce qui peut nous détruire, à tout ce qui peut nous baisser en énergie. Parce que si je pense, tu vois, comme j'avais des jeunes qui me disaient oui, oui, mais il faut prendre le mal à la racine, il faut voir pourquoi l'environnement est dans cet état, il faut lutter pour avoir une transition écologique valable. Oui, d'accord, et la transition intérieure, si les gens ne changent pas dedans, tu peux faire toute l'écologie que tu veux, mais sans écologie intérieure, sans transition intérieure, sans bonté réanimée et sans action véritable, eh ben, je dis pas ainsi soit-il, je dis ainsi fait-elle. Tu vois? Parce que c'est très triste d'être une femme par moment, parce qu'on est avec des hommes comme toi et les hommes qui ont du cœur, on est tous comme des ronds de flanc et on voit que les hommes détruisent la planète. Il y a eu 50 morts hier en Syrie, hein, 48. Donc ça veut dire que on est aux premières loges des hommes qui ont détruit la planète. Depuis quelques millénaires, on leur a donné le pouvoir. Ils ont détruit la planète, ils détruisent tout, ils font des guerres, ils se détestent tous, ils se détestent. Les Palestiniens, là, on aide à Tchatila, le camp où il y a eu Sabra et Tchatina, le camp d'Israël qui les avait tous tués, comment il s'appelle, Sharon. Et il n'a même pas été en prison, hein. Ils en ont tué 3500 quand même, hein, dans les camps. Et dans ces camps, où ils y sont depuis 48, et en 82, ils ont fait le grand massacre, et aujourd'hui, il y a un gamin dont elle témoignait, la copine qui travaille là-bas, un gamin qui a son grand-père qui est dans le camp. Donc ils sont là-bas 15 000 sur 1 km², sans rien à bouffer, sans rien à faire. Ils ont 26 professions qui leur sont interdites. Et il y a une boîte de crayons de couleur pour tous les enfants, d'accord? Et personne ne les aide. Ni la communauté internationale, ni les Palestiniens, bien sûr pas les Israéliens, personne. Ni le Liban. Et toutes les institutions internationales ont renoncé. Donc si je passais mon temps à dénigrer, ce que je ne fais pas vraiment, les institutions internationales et les gros machins, eh ben, je serais morte de colère de voir tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'écris Voix libre, pour avoir une voix libre de, de tout ce qui se passe, et simplement la voix libre de tous les esclaves qui ont quitté la servitude peu à peu, par amour les uns pour les autres. Parce que je pense que la base de Voix libre, c'est que j'ai vécu 4 ans au début avec eux dans les mines, les ordures, pas tout le temps, mais la moitié du temps, le tiers du temps. Et en fait, dans ce que je vivais, c'était que chaque enfant prenait conscience, avec la façon dont on vivait, que l'autre était un appui, un ange gardien. Donc tous les autres étaient fantastiques. Il y avait 100 gamins, des fois à Potosi, j'ai eu une maison, j'en avais 100. Je me souviens un jour, on était cherché dans un bus qui était tombé dans un ravin. Il n'y avait plus personne, mais il y avait un petit chou, comment il s'appelait, Edgar. Des grandes joues rouges, il était tout seul au milieu du bus, tout le monde était mort. Mais quand il est arrivé, tout le monde le voulait dans sa chambre. Tout le monde comprenait qu'Edgar, il avait vécu pire que tout le monde. Il avait vu 56 morts autour de lui, hein, dans un bus où il devait y en avoir 35. Donc ça veut dire que chaque enfant a pris conscience dans sa vie que les autres, c'était des cadeaux. Ils ont pris... Et je sais que quand il y avait, par exemple, l'académie de football, Enrique, un gamin que j'ai recueilli petit, il était chou comme tout, il est devenu il voulait être footballeur professionnel à Potosi. Au Real Potosi, on l'accompagnait, on hurlait à ne plus avoir de voix quand il avait des matchs. Mais ce qui était joli, c'est qu'un jour, on était tous en réunion, et il a compris qu'il était trop petit, parce qu'il arrivait, il était dénutri. Donc il voulait, alors il a dit, je vais faire une académie de football, mais je vais enseigner le football dans les bidonvilles. Alors il allait enseigner le football en prison même, partout. Et il a dit, mais j'ai trop de travail, il faut que j'ai un assistant. Et on était en réunion un soir avec juste une bougie, il n'y avait pas d'électricité. Et il a dit, tout le monde attendait, qui va être l'assistant de Enrique? Et il a dit, j'ai choisi mon assistant, ça sera Tito. Et Tito, il a eu une larme, parce que Tito, c'était un de nos enfants qui était unijambiste. Et, et si on a qui veulent nous donner un coup de main, ou être bénévole, ou faire quelque chose, regardez notre site voixlibre.org, c'est ça qu'il faudrait mettre,
Parce que sur notre site, il y a vraiment tout. Il y a toutes les vidéos des enfants des mines, il y a toutes nos stratégies, il y a les stages de voix que tu as vécu souvent, où les gens, il y a des techniques pour libérer l'intérieur et libérer le cerveau des gens, libérer les nerfs crâniens, libérer les diaphragmes, que l'intérieur devienne un grand tout. Et voilà. Merci. Merci.